Emiko Takahashi ne perd pas une miette de ce cours de conduite pour seniors. À 73 ans et plus d'un demi-siècle d'expérience au volant, cette japonaise est venue recevoir une piqûre de rappel. Si j'arrive à garder la santé, j'aimerais continuer à conduire pour des courts trajets jusqu'à mes 85 ans. Pour la vieille dame, conduire est un impératif. Elle doit régulièrement amener son mari octogénaire à l'hôpital. Emiko n'est pas un cas isolé, car en dehors des plus grandes villes, impossible pour un senior de se déplacer sans voiture. Si vous avez la chance d'habiter dans une ville bien desservie, tant mieux. Mais aussi bien dans la banlieue de Tokyo que dans les campagnes japonaises, le handicap est tel que personne ne peut vivre sans voiture. Si vous voulez faire vos courses ou aller à l'hôpital, c'est le premier problème que vous allez rencontrer. Dans l'archipel, près de 5 millions de conducteurs ont plus de 75 ans. L'ampleur du phénomène inquiète, car une proportion croissante de seniors est impliquée dans des accidents mortels. Le fossé entre la confiance que le conducteur peut avoir en lui et ses réelles capacités se fait de plus en plus grand avec l'âge. Ce qui est important, c'est donc de sensibiliser les conducteurs âgés par des activités pratiques pour qu'ils prennent conscience par eux-mêmes de leurs lacunes. Gouvernement et police ont aussi passé la vitesse supérieure. Les campagnes de sensibilisation pour inciter les personnes âgées à rendre leur permis se multiplient. Et depuis mars dernier, tout renouvellement d'un permis pour un conducteur de plus de 75 ans s'accompagne d'un test cognitif. Mais pour cet automobiliste, on est encore loin du compte. On a beau avoir toute sa tête, c'est surtout avec son corps que l'on conduit. Il faudrait des épreuves pratiques très poussées, et si tu ne les réussis pas, c'est fini pour toi. Ce serait plus facile à accepter pour le conducteur en question. Et ils seront de plus en plus nombreux à convaincre. Selon les estimations officielles, près de 40% de la population japonaise aura plus de 65 ans en 2050. Depuis plusieurs semaines, Mohamed et Samouda regardent les informations à la télévision, la peur au ventre. Originaires de Birmanie, ils appartiennent à la communauté Rohingya, une minorité musulmane persécutée dans l'ouest du pays. Si le couple et ses 7 enfants a pu trouver refuge au Royaume-Uni en 2009, le reste de leur famille n'a pas eu cette chance. Ma maison a été brûlée. Ma mère et mes sœurs ont dû s'enfuir il y a 2 semaines au Bangladesh. Elles n'ont rien eu à manger pendant 1 semaine. Elles sont au Bangladesh maintenant. Je suis très inquiète et j'ai peur pour elles. Donc lorsque j'entends les nouvelles à la télévision, ça me rend triste. Plus de 300 Rohingyas vivent aujourd'hui à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, la plus grosse communauté d'Europe. Ils ont bénéficié d'un programme de protection des réfugiés du gouvernement britannique. Chaque semaine, ils se réunissent pour essayer de trouver des moyens d'aider leurs proches restés en Birmanie ou réfugiés au Bangladesh. Mais les nouvelles se font de plus en plus rares. S'il se passe quelque chose dans le village ou dans la région, l'armée coupe le réseau, donc les informations arrivent au compte-gouttes. C'est ça le plus difficile. Ils bloquent le réseau, ils coupent le système et on ne peut plus communiquer avec eux. Ome Kulsun est née dans un camp de réfugiés. Même si elle n'a jamais connu la Birmanie, cette jeune fille de 17 ans revendique son héritage rohingya. Je suis très heureuse de vivre ici. Si j'avais grandi en Birmanie, je serais sans doute morte à l'heure qu'il est. Malgré tout, je veux devenir infirmière et aller au Bangladesh pour les aider et les soigner gratuitement. Les Rohingyas de Bradford attendent désormais une réaction forte de la communauté internationale. L'ONU a, elle, dénoncé une épuration ethnique en Birmanie. Près de 700 000 Rohingyas ont déjà fui le pays.
Lumineuse, végétalisée et surtout plus écologique, voici le nouveau visage de la tour Montparnasse. Fini les vitres opaques, place aux panneaux transparents et aux zones vertes à tous les étages. C'est le projet de 5 architectes parisiens installés pendant 1 an dans la tour. Ils ont séduit le jury en mettant l'accent sur les nouveaux usages. La problématique qu'on avait, c'est que finalement, c'est comme un bâtiment de bureau lambda extrudé. C'est-à-dire que c'est 100% monoprogramme, 100% bureau. Et pour nous, ça fait aussi partie de la raison pour laquelle il y a un désamour avec les Parisiens. Ouverte 24 heures sur 24, proposant de nombreuses activités. La future tour se veut être le reflet du mode de vie français. Les architectes ont ajouté au dernier étage une serre agricole de 18 mètres à destination du grand public. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à dire, en bas, je vais rajouter des salles de conférence, une crèche, un jardin au 14e étage, des espaces de coworking, un hôtel, des bureaux, un restaurant, un rooftop. Et en fait, vous voyez, c'est comme une ville qu'ils ont condensée sur le format de la tour. Et ça, c'est extrêmement original. Transformer ce monolithe parfois mal aimé et énergivore en une tour verte et autonome. Pour la mairie de Paris, membre du jury, ce projet est une première étape pour changer l'image de la capitale. Nous souhaitons, dans la concertation, trouver des solutions pour rénover ce quartier, rénover ces espaces publics, le rendre plus vert, plus piétonnier. Bref, effacer un certain nombre de blessures, on peut utiliser ce mot-là, infligées au quartier Montparnasse. Coût total de la rénovation, 300 millions d'euros, entièrement financés par les 40 copropriétaires de la tour. Un lifting nécessaire selon le syndicat. Le bâtiment, en phase de désamiantage, devrait être plus attractif. Ça sera une tour écolo et j'ai même envie de dire que ça sera une tour sûrement dans le monde la plus en avance sur son temps. On va également utiliser l'énergie éolienne des façades pour, on va dire, ventiler les bureaux. Donc on va faire en sorte que cette tour soit un modèle environnemental. La nouvelle tour Montparnasse verra le jour à l'horizon 2024 pour les Jeux Olympiques, l'occasion de fêter les 50 ans de cette Dame de Verre. Sécateur dans une main, le baudrier autour de la taille, sur le vignoble perché du Rangen, dans le Haut-Rhin, il faut d'abord bien s'équiper. On a attaché la corde, comme vous voyez. Et là, je vais mettre mon seau, tout simplement, comme ça. Et là, je vais descendre. Descendre en rappel dans les pentes les plus raides du vignoble alsacien, 45% par endroit. Le vendangeur aguerri se transforme en alpiniste improvisé sur un site classé Grand Cru. Une fois qu'on est bien installé, c'est bon, mais le départ est dur. Mais ça change, c'est physique. Ça fait du bien. Sur ce sol volcanique, mieux vaut être bien chaussé, surtout pour ceux qui pilotent la schlitt, la luge en alsacien. Première expérience pour ce vigneron. Là, ça pardonne pas. Quand ça part, ça part. Hein. C'est sûr. Mais c'est une chouette expérience. Léo, tu prends mon seau là, s'il te plaît? Ouais. Quand le seau est plein, le schlitter le verse dans sa luge qui peut contenir jusqu'à 300 kg. Elles sont disposées une rangée sur deux. C'est un système qu'on a complètement pensé de A à Z. C'est mon père qui, durant les longues soirées ou les après-midi d'hiver, donc fait ses schlitts sur mesure, spécialement pour les palox. Au bout d'1 heure et demie, fin de la première descente. Avec sa perceuse, le vigneron enroule les cordes. Les équipes remettent les luges face à la pente. À chaque départ, quelques conseils sont les bienvenus. Donc toujours les deux bouts au départ, tu te mets sous tension et après tu lâches, s'il te plaît. Les premiers pieds de cette parcelle ont été plantés en 1992. Son exposition, son sol volcanique, en a fait l'un des meilleurs vins blancs au monde. Après la deuxième descente à vallée, l'heure est à la pause. Tous réunis autour d'une table pour le déjeuner, bien à l'horizontale.